Bonjour. Ma question s'adresse à la fois au commandant Borelli et à monsieur Zambas. On a beaucoup présenté les groupes, utilisateurs, spécialistes, et je n'ai pas retrouvé, en fait, par rapport au nouveau périmètre de la menace, les opérateurs de systèmes d'armes, de systèmes industriels, mais également ceux qui ont des fonctions opérationnelles dans les centres C2, par exemple. Donc ma question, c'est, dans ces formations qui sont très orientées aujourd'hui, on va dire IT, autour de la cyberdéfense, de l'IT, comment envisagez-vous l'extension, parce qu'il faut aller sans doute par étapes, vers ces autres profils qui accèdent et qui ont des privilèges sur les systèmes opérationnels? Can we take the next question as well? Oui. J'ai une question par rapport à la menace. Donc on a des menaces qui sont assez polymorphiques de nos jours, qui touchent à la fois le civil et le militaire. Donc là vous avez bien illustré tout ce qui était formation au sein de vos institutions, qui souvent inclut aussi des élèves civils. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, il faut aussi faciliter dans les carrières les échanges entre civils et militaires, pour ne serait-ce qu'une raison, c'est que la menace évolue au fil du temps. Bon, avoir un échange civil-militaire permettrait également de faire monter en continu la compétence des équipes, et également faire que cette porosité puisse être pertinente à la fois pour le milieu civil et militaire. No more questions? Okay. Who wants to start? On the question about the users or the non so IT focused training and education and possibly exercise, I think it's well covered with what we do as awareness courses. In fact, as we speak, one of my colleagues is in Rome at the OHQ for the Mediterranean mission or operation, and is delivering such an awareness course. So this is not only confined to the use of information technology, but to the use of all the instruments. However, having said that, I think there is another responsibility with industry, especially, that we change the paradigm of design. To date, especially defense industry is more or less still in the Stone Age, or let me call it Iron Age. We think from the platforms mainly. So we say first metal, then we attach an IT device, and now we attach security to this IT device. This is not the right way to do it. So to the benefit of the military user, this design has to come from the information. So this thing has to be able to shoot if necessary. So this is the way how to approach it. And on the second one about the, if I understood correctly, with my humble French, the adapted to the evolution of the threat, the exchange between the civil and military. I think with this, what we have in mind, this training alliance between defense and civil institutes, but also industry, to be in one group, in one group of professional people. I think this will be granted in the future. So I'm quite confident. Thanks. Go ahead. So we'll start with you since you have the microphone. Okay. Excellent. Continue. Oui, donc pour répondre à la question sur l'intégration civilo-militaire finalement dans nos formations, c'est comment prendre en compte l'aspect réellement dual de la problématique et technique et de la gestion de crise. Évidemment, c'est quelque chose qui vient en soi dans l'idée, c'est quelque chose qui ne vient pas facilement dans la mise en œuvre. Il est évident que cette première promotion qui est présente ici, du master spécialisé de la conduite des opérations et de la gestion des crises en cyberdéfense. Donc, je donne le nom complet, conduite des opérations et gestion des crises en cyberdéfense. C'est pas la promotion martyre, mais c'est quand même un petit peu la promotion test. Donc on sait que le concept répondait aux besoins en premier lieu des armées.
d'emblée, ce concept, on l'a quand même partagé avec différents interlocuteurs des opérateurs d'intérêts vitaux de l'État français, différentes entreprises. Ça a été suivi, ça a été présenté un petit peu à l'étranger, on a pu voir ce que ça donnait et l'intérêt que cela présentait. Il est plus difficile de partager des formations complètement techniques parce que tout le monde sait le faire, globalement. Il y a des formations qui sont plus pointues, mais là, je ne rentre pas dans des domaines très, très spécialisés. Donc, si on veut effectivement s'ouvrir et partager nos meilleures connaissances et nos meilleures façons de faire, ce qui est essentiel, à mon sens, pour tout le monde, c'est effectivement de profiter de ce premier noyau qui est en place avec le master spécialisé, pour voir quelles sont les formations et les modules qui intéressent le plus nos entreprises comme vous et nos opérateurs, pour ensuite, en les insérant et en profitant de l'effet d'entraînement du pôle d'excellence cyber qui s'exprimera tout à l'heure devant vous, eh bien on profite de cet effet de décuplement pour avoir une offre de proposition, de formation et d'entraînement qui sera effectivement plus disponible et à dimension des enjeux nationaux pour nos entreprises et européens, éventuellement avec certains partenaires. Et là, je passe la parole à Léo. Okay. I can speak, of course, only about the ESDC procedures. We have a limited number of participants that they can participate in the course, of course. As I have said, we provided last year 80 courses in total. I can answer for all kind of courses and only 2 cyber courses. That was part of this 80. There is a procedure that is established by the EU member states because the ESDC, our political guidance is from the 28 member states from the steering committee. So the procedures of ESDC are approved by member states. And the procedure is that each member state has one enlist nominator, 1 or maybe 2 or sometimes 3, but coming from Minister of Foreign Affairs usually or Minister of Defense. And these enlist nominators are coordinate the participation, the number and who is going to participate in our courses. We are sending our invitations to all these enlist nominators, and then they distribute these invitations to the actors that they consider that they are relevant to this training. So, for instance, for a challenge of space, they're going to send to the industry also, because we have also from the industry speakers in the courses. And then there is a limited, usually, participation from member states to 2 per member state, usually. But, of course, some member states are not participating at all, so there are more positions available than 2 if member states want to send more in training. But for us, they are more than welcome to have people from the industry in our courses. It creates more networking and is really useful and added value to have them and as speakers and as participants. So it's up to the member state policy in this field and also from the industry side, if the industry knows about this training, to ask there are relevant structures in the member state that yes, we would like to participate in such trainings, and we are most than welcome in almost all our courses. It was I remember 3 years ago, it was a high-level course in France, and then there was the discussion also to allow people from the industry to participate even in the high-level course, that is, if the member state want to send one from the industry, they can do it. So you are most welcome, and we consider you as an added value to our courses. I hope that I have answered your question.
My French are not so good, so maybe I missed something. Huh? Tell me if. Moi, je vais répondre dans mon langage qui est belge. Concernant les menaces polymorphiques, faciliter les champs entre civils et les militaires, je suppose que vous parlez de l'industrie. Et je vais parler plus du côté de l'OTAN, je connais beaucoup mieux, qui a lancé énormément d'initiatives pour inclure l'industrie ou les industriels, parce qu'on se rend bien compte qu'en amont, on a besoin de l'appui des industriels, qui quelque part pourrait aussi être le point faible dans les projets militaires, puisque le research and development commence par l'industriel. Sans donner trop de détails, parfois des sous-contractants n'ont pas les protections nécessaires pour éviter les fuites d'informations qui pourraient être classifiées. Je pense à la production d'avions de combat ou un bâtiment tel que le nouveau quartier général de l'OTAN, etc. L'OTAN donc organise chaque année au mois de septembre un symposium qui est le NATO Information Assurance Symposium, qui accueille l'industrie à bras ouverts. Et là, il y a énormément d'informations qui sont échangées. Également, l'OTAN a lancé un projet qui s'appelle le NATO Industry Cyber Partnership, NICP. Et donc là-dedans également, il y a une plateforme d'échange d'informations. Maintenant, le grand défi, c'est comment pouvons-nous être sûrs qu'avec les indicators of compromise, l'industrie ou les industriels ne vont pas utiliser à des fins commerciales. Et donc là, il y a aussi un échange, je vais dire, de confiance. Il doit y avoir une confiance, et Michael l'a bien dit, la confiance non seulement entre partenaires militaires, mais également avec l'industrie est très très important. L'exercice Cyber Coalition, mon collègue français en a touché un mot. Les industriels étaient invités pour la première fois. Il y a eu 41 utilisateurs de l'industrie sur les 750 participants, notamment des industriels sponsorisés par les États qui participaient. Il y avait 3 États, les Pays-Bas, la Grèce et la Roumanie. Et donc là, les industriels pouvaient également tester certaines procédures et pouvoir contribuer à l'échange. Les tablettes PC, ce ne sont pas des tablettes qui sont militarisées, hein. Même si on met une boîte kaki autour, je veux dire, les éléments de base restent les industriels. Et en Europe, il y a de gros efforts à faire, si je peux sauter sur l'occasion d'en toucher un mot. C'est qu'en Europe, il n'existe aucun organisme de certification et d'homologation de produits. Nous utilisons des produits made in China, made in US, des logiciels qui proviennent de différentes sources. On a des contrats avec Kaspersky pour nous protéger, entre guillemets. Donc il y a énormément d'efforts à faire, je trouve, en Europe. Et là, je me tourne aussi un petit peu vers Michael, qui peut être un des grands facilitateurs pour essayer de remonter cette idée-là au plus haut niveau dans une instance européenne. Et il est temps, je crois, de pouvoir avoir peut-être un partenariat avec les industriels et de lancer un organisme de certification d'homologation, pas seulement pour le cyber de manière virtuelle, mais également pour tout ce qui est support physique, je pense aux appareils de chiffrement, etc. Merci. If there are no more questions, I suggest we close the session. Please join me in thanking all the speakers once again for their